Mesdames et messieurs les représentants des médias, mesdames et messieurs qui nous suivez en ligne sur les réseaux sociaux, soyez les bienvenus ici à la HEP à Lausanne pour cette conférence de presse sur les mesures sanitaires mais aussi les mesures de soutien dans les lieux de formation vaudois en lien avec la pandémie de Covid-19. Vous entendrez dans un instant la conseillère d'État Cécile Amarel, le médecin cantonal adjoint Éric Masseret et le directeur général de l'enseignement obligatoire Giancarlo Valceschini. Nous passerons ensuite aux questions. Je vous remercie d'avance pour votre intérêt et votre présence et je passe immédiatement la parole à Cécile Amarel, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Vous le savez, depuis mars 2020, les élèves, les enseignants, l'ensemble des acteurs en fait, de l'école payent, disons, lourdement et subissent de nombreuses restrictions en lien avec les mesures sanitaires qui ont été prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Et c'est vrai qu'à l'exception de quelques rares moments de répit, comme en juin 2021, leur quotidien et leur scolarité est, malgré nos efforts, fortement impacté. Donc nous espérons sincèrement qu'élèves et enseignants aient traversé ces dernières semaines de la meilleure manière possible alors que l'école faisait face à un nombre d'absences très élevé. J'aimerais commencer ce point presse en remerciant élèves, enseignants, collaboratrices et collaborateurs des écoles, directions, directeurs et parents pour tout leur engagement et pour tout le professionnalisme qui a permis de faire avancer l'école dans ce contexte difficile. Nous avons désormais de bonnes raisons d'être confiants et un peu optimistes et cela nous conduit à vous donner des nouvelles informations en relation avec les mesures sanitaires. Aujourd'hui, en coordination avec les autres cantons romans, je peux vous annoncer un calendrier de levée en fait, de plusieurs mesures qui concernent directement les élèves vaudois. On entre dans un processus de désescalade par étapes. Et bien sûr, nous devons rester prudents et Éric Masseret vous détaillera la situation épidémiologique au niveau des jeunes et des établissements qui nous permet aujourd'hui de prendre ces décisions. Et vous le savez, le Conseil d'État estime, en accord avec les autorités sanitaires cantonales, que nous pouvons d'ores et déjà désormais commencer à alléger ces mesures et ce dès le 31 janvier prochain. Tout d'abord, les constats qui vont vous être présentés nous amènent aujourd'hui donc à prévoir un allègement progressif des mesures prises dans le cadre scolaire. Nous nous assurons que l'évolution de la situation au sein des écoles continuera évidemment d'être suivie quotidiennement, tant par l'Office du médecin cantonal que par le département. Alors s'agissant des mesures, et avant de passer à la situation épidémiologique, je vous fais un bref état des mesures. Concernant les élèves, il ne sera, et le port du masque en particulier, il ne sera plus obligatoire pour les élèves de la 5e à la 8e dès lundi prochain, 31 janvier. Cette levée de l'obligation est valable pour l'ensemble des cours, qu'il s'agisse de sport ou de chant y compris. Le port du masque en 5/8e, vous savez, c'est un des éléments, une des mesures les plus lourdes qui a été prise sur le volet sanitaire et c'est clair que cette mesure de levée est très importante puisqu'elle va permettre de faciliter la relation pédagogique et l'accompagnement des élèves, en particulier un certain nombre d'élèves qui ont des difficultés comme cela a été relayé à diverses reprises, notamment les enfants sourds. Ensuite, sur les élèves de 9e à 11e, ne seront eux non plus soumis au port du masque obligatoire dans les semaines à venir, mais la date n'est pas encore arrêtée, enfin la date est arrêtée évidemment au 19 février prochain, puisqu'il est question aujourd'hui de dire que si la situation le permet, au 19 février prochain, la fin du port du masque au secondaire 1 le permettra. Ainsi, l'ensemble des élèves de l'école obligatoire n'auront plus l'obligation de porter le masque, si la situation le permet bien sûr, au moment des vacances, des relâches qui a lieu le 19 février. Il va de soi, mesdames et messieurs, que si tout élève qui souhaite continuer à porter le masque pourra évidemment le faire. Et puis, j'aimerais vous dire 2 mots sur les adultes. Le port du masque pour les enseignants reste obligatoire, bien conscient aussi des contraintes que cela représente. Nous estimons toutefois que les adultes étant plus à risque que les enfants, il reste sage de les porter. Les adultes
qui visitent un établissement et l'ensemble évidemment du corps enseignant, des collaborateurs de l'école continuent de porter le masque pour le moment. Nous suivons attentivement l'évolution de la situation pour décider de la suite et d'un allègement ou non de cette mesure. En ce qui concerne le secondaire 2, les gymnases et les écoles professionnelles, le Conseil d'État se joint à la volonté des autres cantons romans, membres de la conférence latine des ministres de l'Éducation, et souhaite que les décisions d'allègement soient rapidement prises sur le plan fédéral. Un courrier dans ce sens a été adressé au Conseil fédéral, mais dans les faits, puisque c'est pour le moment au niveau fédéral que cette obligation est consacrée, puisque c'est l'article 2, alinéa 2 et l'article 6 de l'ordonnance Covid en situation particulière qui le consacre, eh bien c'est le statu quo pour les masques et son port obligatoire tant pour les élèves que les enseignants dans nos écoles professionnelles et nos gymnases. S'agissant maintenant des camps, concernant les camps et notamment les camps de ski, j'aimerais redire ici que c'est évidemment à contre-cœur que nous avons dû y renoncer, car les camps de ski, vous le savez, sont des moments tout à fait privilégiés pour la relation enseignant-étudiant à élève, et puis pour la relation élève tout court. C'est aussi pour de nombreux élèves la seule occasion de pratiquer et d'apprendre le ski. Et de plus, certains élèves, c'est la 3e année de suite que leurs camps sont annulés et suspendus après les hivers 2020 et 2021. Donc les camps à partir du 7 février 2022, ces camps ou ces voyages pourront à nouveau avoir lieu pour l'ensemble des élèves de l'enseignement obligatoire et du post-obligatoire. Ces camps se dérouleront avec un cadre sanitaire strict et avec un autotest avant et après le camp. Et ils pourront se dérouler, ce qui est une très bonne nouvelle pour des milliers de jeunes vaudoises et de jeunes vaudois concernés. Donc les participants seront soumis à un autotest avant et après le départ, ainsi qu'avant le départ et après le retour. Les autotests sont fournis aux parents par l'école. Les élèves de plus de 16 ans, les accompagnants et les moniteurs devront se conformer aux règles du lieu d'accueil. Et les consignes en matière d'hébergement ou de restauration nécessiteront toujours évidemment la mise en place d'un plan de protection. S'agissant de cette question, vous le savez, cette question des camps de ski est très importante dans le canton de Vaud. C'est un canton dans lequel les camps de ski sont obligatoires, ils ne sont pas facultatifs comme dans d'autres cantons, et nous ferons évidemment preuve de souplesse ces prochaines semaines pour pouvoir adapter en fait ce caractère obligatoire aux nécessités sanitaires des familles. Vous le savez, cela a été dit par divers médecins, les enfants doivent bouger, donc c'est important que ces camps de ski puissent avoir lieu. Le nombre de classes concernées par les camps en février et en mars est très important, puisqu'on a à peu près 546 classes entre début février et fin mars qui effectuent des camps de ski. Donc là aussi, nous effectuons ces camps de ski en collaboration évidemment avec les communes. Donc on fait un appel aux communes pour évidemment maintenir l'organisation de ces camps. J'aimerais aussi vous dire que les cours de natation seront à nouveau autorisés à partir du 7 février. Les sorties scolaires restent encouragées, mais en évitant toujours dans la mesure du possible le brassage des classes, et les spectacles à l'intention des parents ainsi que les repas d'établissement restent quant à eux strictement interdits. S'agissant maintenant du testing, puisque c'est le dernier type de mesure sanitaire, les troisièmes mesures importantes dans ce calendrier d'allègement qu'on peut annoncer aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura, disons, en principe, nous partons de l'idée que les testings ciblés dans les classes, les autotests resteront en fait d'actualité jusqu'à la fin février. Nous allons bien sûr continuer à monitorer les cas positifs, mais disons à partir de fin février, sauf évidemment nouvelle réévaluation de la situation, il n'y aura plus de distribution d'autotests dès qu'il y a 4 élèves absents pour maladie, ni quand il y a 2 cas positifs dans la même classe détectés en fait par la donnée du médecin cantonal. La cellule Covid École, ce groupe de travail conjoint au département de la santé et de la formation, continuera son suivi et pourra intervenir si nécessaire, mais c'est évidemment la fin
de la stratégie systématique de testing ciblé dans les établissements, stratégie qui, on le rappelle, nous a permis à des moments donnés de garder les écoles ouvertes et d'assurer le suivi de la situation jusqu'ici, eh bien, est destinée à se terminer petit à petit. Je remercie d'ailleurs les personnes qui sont ici d'ailleurs, qui ont largement contribué à ce testing ciblé, car je sais à quel point ce travail nous a été précieux. C'est grâce à ce testing ciblé que nous avons pu garder les écoles ouvertes, et je sais aussi la charge de travail extrêmement importante que ce testing ciblé a représenté et qu'il représente toujours aujourd'hui. J'aimerais aussi vous dire que c'est sur demande en fait de l'Office fédéral de la santé publique que nous gardons les testings ciblés jusqu'à la fin du mois de février. L'OFSP est très sensible à faire en sorte que ces nouvelles mesures puissent être accompagnées en fait du testing ciblé, en tout cas pendant quelques semaines. Et là, il y a une petite divergence de pratique entre les cantons, mais sachez que par mesure de prudence, nous allons maintenir en fait ce testing ciblé jusqu'à maintenant. Nous parlerons encore tout à l'heure des mesures de soutien et de suivi en milieu scolaire qui sont toujours actives en faveur des élèves, des apprentis et des gymnasiennes et des gymnasiens, ainsi qu'un point de situation sur les foyers de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. Mais tout de suite, je passe maintenant la parole au docteur Éric Masseret pour vous exposer la situation épidémiologique en lien avec ces décisions que nous venons de vous présenter. Monsieur Masseret, vous avez la parole. Merci Madame Amarelle. Tout d'abord, j'aimerais faire une réflexion de nature un peu stratégique, c'est-à-dire comment on fait un changement de paradigme aujourd'hui, puisqu'on est à un tournant. Première slide, ou suivante, s'il vous plaît. Voilà, ce que vous avez là, c'est une façon simplifiée de réfléchir à notre histoire récente. Quand nous avions le variant Delta qui était dominant, c'était un risque général ou systémique et nécessitant des mesures dites populationnelles, enfin qui concernaient tout le monde. Et là, j'ai dit plusieurs fois que je le regrettais, mais là, les enfants et l'école étaient aussi concernés par la nécessité de limiter la propagation de ce virus. Avec l'apparition d'Omicron qui a très rapidement remplacé donc ce variant Delta, comme vous le savez, courant décembre, il s'agit d'autre chose. Vous êtes tous au courant, il est plus contagieux, mais il est moins grave. Il se répand extrêmement vite, il continue de se répandre extrêmement vite. S'agit-il d'un risque systémique qui nécessite des mesures pour tout le monde? La réponse aujourd'hui, c'est non. Il y a donc des secteurs de notre société dans lesquels des mesures sont actuellement en place et qui peuvent être levées parce que cette partie de société n'est pas concernée par le problème et n'a pas à participer au contrôle de la propagation. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls, là on a parlé canton, confédération, mais d'autres pays suivent cette évolution-là, de manière d'ailleurs plus contrastée que la nôtre avec l'évolution épidémiologique. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Si vous... C'est la dia suivante. On va comparer, je juste propose une comparaison Suisse et Danemark. Au fil des mois, pas avec vous, mais aussi avec le Conseil d'État, j'ai souvent pris l'exemple du Danemark qui a fonctionné sur le plan épidémiologique et sur les décisions de façon assez comparable, assez longtemps. Et là, je reprends ici. Quand on regarde la partie de gauche, c'est l'évolution des cas. Suivante, puisqu'on fait un focus juste sur les cas ici. Vous voyez la courbe verte, celle du Danemark. Après ce plateau, là, vers la mi-janvier, est reparti avec ce sous-variant qui s'appelle BA2, qui est encore plus contagieux que le premier, mais qui ne pose pas plus de problèmes cliniques que le premier. Donc vous voyez une évolution extrêmement forte qui continue aujourd'hui. Et la question s'est posée, faut-il réagir parce que la propagation est extrêmement rapide, ou bien faut-il justement lever des mesures parce qu'en fait ce n'est pas un risque. Ce qu'ils appellent chez les Danois, dans leur communiqué en anglais, une menace sociale. Voilà. Donc vous voyez qu'en Suisse ça monte, ça pourrait continuer de monter, donc on n'est pas dans une logique où il faut se dire
on va attendre le pic et la baisse du pic pour agir. Ce n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Puisqu'on a toujours dit que c'est la charge hospitalière qui nous pose problème. Quand on regarde la charge hospitalière, dia suivante, focus suivant, vous voyez, autant la Suisse que le Danemark, pendant ce même temps, alors que les cas augmentent, la charge en soins intensifs a plutôt tendance à diminuer. Et c'est là qu'il faut prendre la mesure de ce qui se passe. On n'a pas à garder, voire accentuer des mesures pour toute la société lorsque la situation en soins intensifs peut être considérée comme stable et surtout que des secteurs entiers de la société n'ont pas à participer à cela. Les premiers concernés par la levée des mesures, ça doit être les enfants et les jeunes, parce que chez eux, le variant, quel qu'il soit, ne pose guère de problème, parce qu'ils sont plus facilement protégés naturellement, et donc la levée des mesures, si on considère qu'ils n'ont pas à participer au contrôle de la propagation, la levée des mesures s'impose. Là, je dirais que c'est une responsabilité du coup public, comme ça l'a été de les prendre pour les enfants et les jeunes et les écoles, c'est la responsabilité de les lever. On les a mis à un moment donné, et Dieu sait que nous avons discuté sur la mise en place du masque chez les primaires. À la rentrée de cette année, ça a été difficile à décider, mais à ce moment-là, nous n'avions pas les renseignements que nous avons aujourd'hui. Nous avions des doutes sur la dangerosité d'Omicron, y compris chez les enfants. Nous avions des doutes sur la nécessité ou pas de contrôler la propagation. Des doutes aussi sur l'ampleur de ce qu'il faudrait faire à l'école. Faut-il tester plus? Faut-il faire plus de quarantaine? Faut-il être plus contrôlant? Donc il y avait beaucoup d'inconnus. Élargir le port du masque permettait de limiter au moins une partie de cette incertitude. Nous avons les réponses aujourd'hui. Donc Omicron ne pose pas de soucis cliniques. Généralement, j'ai encore téléphoné à nos collègues du CHUV là, ce matin en pédiatrie, qui ne sont pas inquiets, qui ont par ailleurs plus de problèmes avec d'autres virus, comme chaque année, par exemple le RSV. Et lorsqu'il y a une épidémie de grippe, il y a des hospitalisations pour les grippes. Donc pour eux, ça ne représente pas une situation inhabituelle. Donc sur le plan clinique pédiatrique, il n'y a pas une justification à tenter via l'école de limiter la propagation. D'ailleurs, le voudrions-nous, que je ne suis pas du tout sûr que ça pourrait fonctionner, tellement cette propagation se fait de façon globale, rapide, large, indépendamment du contexte scolaire lui-même. Voilà. Pour l'évolution scolaire que vous voyez ici, vous voyez bien la courbe que vous avez devant vous, qui montre que c'est parti extrêmement fort en lien avec ou juste après les vacances scolaires. C'est toujours la même chose. Quand il y a un brassage social, ça rebrasse les possibilités pour le virus de recruter du monde, donc de se répandre. Ça a continué pour les raisons que j'ai expliquées, cette contagiosité qui de toute façon se fait beaucoup. C'est à l'image, les courbes que nous avons là dans les degrés scolaires sont à l'image de la situation globale dans la société. Ça se répand très vite. Une pente pareille, c'est vraiment l'histoire naturelle. L'histoire naturelle d'une courbe épidémique. Plus raide, c'est pas possible, je pense, à peu près. Donc là, le virus se répand à une vitesse quasiment naturelle. Donc ça pose par ailleurs d'autres questions sur les mesures générales dans notre société. Vous avez vu les débats, notamment dans les médias, ces jours-ci. Voilà ce que je voulais dire. Encore une chose peut-être, est-ce que la situation est-elle définitivement réglée? Eh bien, on ne va pas attendre l'éventuel variant nouveau, sous-variant pour lever les mesures. On va le faire parce qu'il y a l'opportunité et l'analyse aujourd'hui le permet. On verra, on espère que non, que c'est effectivement terminé. L'observation va continuer, la surveillance continue. Vous avez vu les Danois, par exemple, qui ont continué. Ils ont levé. L'annonce qui a été faite, c'est la levée de toutes les mesures dans les écoles. Mais pas le testing, sauf le testing sur une base volontaire, recommandé lorsque il y a des enfants symptomatiques. Donc on va évoluer vers ça assez vite. La surveillance, donc tester, identifier les virus, les variants, va continuer. On en recose.
crois que je passe la parole à M. Walcheschini à ce stade. Volontiers, merci, Dr Masseret. Alors, il me revient de vous présenter l'impact sur l'absentéisme tant des élèves que des enseignants. Alors, commençons par les élèves, déjà pour préciser que l'école ne distingue pas, au-delà de l'absence pour raison de maladie, s'il s'agit de quel type de maladie il s'agit, ni si c'est une question d'hospitalisation, voire d'accident. On a une seule catégorie qui s'appelle maladie, donc les chiffres qui sont présentés ici concernent l'ensemble des cas. C'est vrai que nous avons observé une évolution très très marquée du nombre d'élèves absents. Le plus grand effet s'est observé la semaine qui précédait les vacances de Noël. Depuis le retour des enfants à l'école, on observe effectivement un nombre d'absences très élevé, beaucoup plus important que ce qu'on a observé ces dernières années. Et on peut dire que la progression est environ entre 1,5 et 2 fois par rapport à une année dite normale. On observe, et ça c'est donc les chiffres qui sont présentés, sont ceux de la semaine du 10 au 14 janvier. On observe depuis là, et notamment ce début de semaine, une diminution du nombre d'absences. C'est aussi vrai chez les élèves que chez les enseignants. Et aujourd'hui, on nous dit environ entre 6 et 9% des élèves qui sont absents. Évidemment, sur les enseignants, c'est le slide suivant, on observe également aussi que les enseignants sont évidemment aussi concernés, sont également absents. Là non plus, on ne distingue pas les raisons de cette absence, au-delà du fait qu'ils sont absents pour des raisons médicales. Et bien sûr qu'elles sont significativement plus importantes qu'en période identique les années précédentes. Elles expliquent donc la situation très tendue qui sollicite passablement les administrations scolaires qui doivent trouver chaque jour des remplaçants. Ce constat doit toutefois être pondéré, certaines directions nous ayant fait part d'une situation tout à fait gérable, quasiment habituelle, alors que pour d'autres, c'est effectivement une situation particulièrement tendue. Les établissements ont pu éviter d'avoir à fermer des classes durant une journée ou une demi-journée. Seuls au secondaire, quelques cours n'ont pas pu avoir lieu. En principe, c'est en fin de journée, de demi-journée ou en début de demi-journée. Mais c'est assez marginal. La plupart du temps, des solutions ont pu être mises en place en regroupant des élèves d'une classe, par exemple. Donc, on peut dire que l'administration scolaire, les directions ont fait un excellent travail de recherche de solutions pour éviter des mises en congé. Les absences pour raison de santé pour le mois de janvier concernent environ entre 3 et 6% des enseignants en moyenne. Donc, on peut considérer que, bien que tendue, la situation est gérable. Ce d'autant plus que nous avons suspendu provisoirement toutes les formations continues des enseignants, ceci pour éviter d'en rajouter aux absences pour raison de maladie, les absences pour raison de formation. Et les établissements ont été confrontés durant cette période de rentrée à une difficulté supplémentaire, c'est qu'elles n'ont pas pu faire appel aux stagiaires de la HEP, aux stagiaires des hautes écoles pour procéder au remplacement, puisque eux-mêmes étaient en examen. Ces examens se terminent demain. Donc à partir de lundi, ce personnel et ces stagiaires seront de nouveau sollicités pour pouvoir faire des remplacements. Je profite de remercier vraiment très sincèrement tout le personnel administratif, les conseils de direction, les enseignants qui ont accepté aussi d'augmenter leur taux d'activité pour remplacer leurs collègues absents, et évidemment, naturellement, les remplaçants et toutes les personnes qui se sont lancées spontanément auprès des directions d'établissement pour se mettre à disposition pour effectuer des remplacements. Le slide suivant explique l'évolution, voilà, il s'affiche, par rapport aux mesures pédagogiques. Donc c'est vrai que les absences conjuguées des élèves et des enseignants titulaires ont bien entendu un impact sur le rythme des enseignements, qui, comme vous le savez, est soutenu tout au long de l'année, plus particulièrement en période de stress de fin de semestre. Aussi, afin de soulager la pression, nous avons décidé d'un moratoire sur les évaluations au primaire pendant 2 semaines, soit celle qui a précédé les vacances de Noël et celle qui a suivi la reprise du mois de janvier. Et par voie de conséquence, nous avons prolongé de 2 semaines la durée du semestre pour les élèves du primaire. Nous sommes ainsi persuadés que cet aménagement a été mis à profit par le corps enseignant, qui peut reprendre les apprentissages en tenant compte des absences afin de permettre aux élèves de rattraper leur retard. Et en complément, on a également écrit à chaque enseignant pour leur indiquer l'importance de nous garder ou de conserver que les évaluations indispensables et nécessaires,
et leur offrir la possibilité d'aménager les conditions de rattrapage des travaux manqués, par exemple en adaptant le contenu des épreuves pour garantir une équité de traitement au regard des situations particulières. L'année dernière, après la période de fermeture du confinement, nous avions craint des conséquences de ces mesures extrêmes sur le résultat de nos élèves. Fort heureusement, l'analyse de ceux obtenus en cours et au terme de l'année 2021 nous ont complètement rassurés. Les élèves ont ainsi pu bénéficier des mesures de mise à niveau, de l'accompagnement renforcé grâce aux moyens supplémentaires qui ont été mis à disposition des directions, si bien que les résultats globaux des volets ont été légèrement meilleurs même que ceux obtenus les années précédentes. Tel a été également le cas lors de la passation des ECR, que ce soit en 4e, en 6e ou en 8e année. Nous sommes donc raisonnablement confiants quant à la capacité d'adaptation des enseignants et des élèves vis-à-vis des apprentissages prévus dans le plan d'études. Les prochains résultats du semestre seront d'ailleurs de bons indicateurs qui nous permettront de le confirmer. Cette fin de semestre s'étale entre le 24 janvier et au plus tard le 14 février pour les classes primaires, puisque nous avons donc décalé de 2 semaines la fin du semestre. Les constats que nous avons faits recoupent ceux qui ont été observés dans les autres cantons. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter des conséquences des absences qui, certes, ont tendance à ralentir le rythme des apprentissages, mais le léger retard d'aujourd'hui sera compensé d'ici au terme de l'année scolaire, pour autant que l'évolution de la situation sanitaire n'impose pas des mesures plus restrictives. Bien entendu, nous restons très attentifs à l'évolution de la situation et prêts à mettre en œuvre des dispositifs de soutien dont la responsabilité première incombe naturellement aux directions et aux enseignants. Et comme l'année dernière, la chef de département y reviendra tout à l'heure, des ressources ont été mobilisées, des ressources supplémentaires, aussi bien dans le domaine de la pédagogie que dans le domaine du soutien psychologique ou sanitaire. Et les équipes PPLS, les infirmières scolaires, les médiateurs, les éducateurs sont tous mobilisés et prêts à répondre aux besoins de nos élèves. Pour maintenir cette qualité d'enseignement, différentes mesures de soutien ont été nécessaires. Et pour vous les détailler, je repasse la parole à Madame la conseillère d'État, Cécile Marel. Merci, Monsieur Walcheschini. Juste pour rappeler, pour terminer avec l'enseignement obligatoire, tout d'abord sur le plan des soutiens et des montants engagés pour prévenir le retard scolaire et le décrochage des élèves. Il y a eu plus de 60 000 périodes pour 2020 et 2021 qui ont été engagées à hauteur de plus de 6,6 millions. Et puis, nous avons maintenu en fait également les soutiens qui ont été engagés pour les enfants pour des heures supplémentaires pour la psychologie et la logopédie en milieu scolaire, aussi pour 2021, à hauteur de 4 400 heures supplémentaires pour des montants de 200 000 francs. Nous avons maintenu et nous maintenons encore ces dispositions qui ont été prises vraiment pour répondre aux besoins des jeunes des écoles obligatoires. Leurs sollicitations n'ont pas cessé d'augmenter et pour y répondre, nous avons mobilisé les équipes de psychologues scolaires qui font des heures supplémentaires pour assurer une prise en charge des situations nouvelles. S'agissant maintenant de l'enseignement post-obligatoire, si on fait maintenant un point de situation sur ce niveau, on a en ce moment un taux d'absence moyen des élèves de l'ordre de 10%, avec de fortes disparités selon les établissements et les moments. Ça concerne des absences pour isolement et pour quarantaine. Et en ce qui concerne les enseignants, la fourchette moyenne se situe entre 5 et 9%. Mais il est vrai que sur quelques jours, nous avons des établissements qui, parfois, parce que ce sont des cycles courts, ce sont des cycles d'absence courts, peuvent dépasser les 10%. À la faveur de la réduction des quarantaines à 5 jours, cela devient toutefois ponctuel et dans l'ensemble, on arrive à suivre avec les remplacements, sauf quelques rares cas dans les écoles professionnelles, mais là encore de manière extrêmement ponctuelle. Du côté du soutien psychologique aux élèves du post-obligatoire, nous poursuivons les mesures mises en place depuis la précédente année scolaire, notamment les heures d'appui, qui peuvent être sollicitées aux besoins dans tous les établissements. Quant aux infirmières scolaires, aux médiateurs, doyens, psychologues scolaires qui ont nouvellement été introduits au secondaire 2, toutes ces personnes travaillent souvent au-delà de leurs attributions horaires. Et pour répondre à la surcharge, nous sommes aussi en train de déployer des travailleurs sociaux dans les gymnases. Quant aux écoles professionnelles, nous avons fortement augmenté, vous le savez, la dotation des conseillers aux apprentis qui est passée de 1 pour 800 apprentis à 1 pour 500 apprentis.
Ces mesures dédiées à la santé mentale des jeunes sont aussi assorties de mesures pédagogiques. 3 points. Nous avons notamment réactivé les moyens qui permettent aux élèves en quarantaine ou en isolement, mais peu malades, d'avoir accès aux grandes lignes de ce qui s'est fait en classe et de travailler à la maison. Évidemment, ces mesures se poursuivent. Nous avons également demandé aux enseignants de ne pas multiplier les tests de rattrapage des élèves juste au moment de leur retour en classe. Et puis les conseils de classe, troisièmement, ont été invités à faire preuve de souplesse dans le traitement des cas d'élèves qui auraient été pénalisés dans leur parcours en raison des conséquences de la pandémie. Enfin, nous avons également demandé aux enseignants et aux directions de faire preuve de beaucoup de souplesse chaque fois que cela a été possible quant au nombre de notes minimum exigibles. Voilà un petit peu ce que toutes ces mesures, mesdames et messieurs, permettent ainsi de diminuer la pression qui est portée tant sur les élèves que sur les enseignants en cette fin de semestre pour notamment limiter leurs absences dans les lieux de formation, absences qui s'élèvent actuellement à 10% pour les élèves et à 5 et 8% pour les enseignants. Encore quelques mots pour vous parler des prestataires subventionnés par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. La grande majorité de ces foyers interrogés à la mi-janvier avaient un taux d'absence de moins de 5% de leur personnel. Quelques-uns d'entre eux ont pourtant fait état d'une situation qui était assez variable. Certains ont constaté un taux d'absence d'environ parfois 20% de leur personnel en lien avec des quarantaines, avec des cas positifs ou des cas contacts, et d'autres pas du tout. Donc il y avait de très fortes disparités. Et pour les 3 foyers les plus touchés, des dispositions de remplacement exceptionnelles ont été prises, ce qui nous a permis de constater en début de cette semaine que les prestations avaient pu se poursuivre sans limitation du volume de prestations. Enfin, sur l'enseignement supérieur, qui n'est pas touché pour l'instant par ces mesures, j'aimerais vous dire que sur les hautes écoles et l'enseignement supérieur, les examens se déroulent comme prévu, puisque vous savez que le mois de janvier est un mois d'examen dans le secteur du tertiaire, de l'enseignement supérieur. Ces examens se déroulent comme prévu, selon les modalités définies et communiquées en amont des étudiants. Ces derniers n'ont donc pas eu à subir d'imprévus, même si la pression de la situation sanitaire reste présente. Et de manière globale, il n'y a pas d'explosion du nombre d'absents aux examens pour cause de Covid. Les taux d'absence constatés sont d'environ 1% plus élevés que d'ordinaire, et c'est bien sûr une moyenne. Il y a des disparités selon les écoles et les examens, mais chaque école suit la situation de près et tente d'apporter les réponses les plus adéquates possibles à sa situation lorsque des élèves ne peuvent pas passer leurs examens. Concernant les absences d'enseignants dans le secteur tertiaire, pour lesquels il y avait également des craintes pour l'organisation des examens, les quelques cas d'absence ont pu être résolus du fait des suppléances prévues. Et enfin, je peux vous dire que l'ensemble des hautes écoles prépare activement la rentrée du semestre de printemps sur les mêmes bases que la fin du semestre d'automne, à savoir sous le régime de la 3G, avec le testing qui correspond à l'attestation cantonale délivrée par la participation au test poulet. Là aussi, le canton de Vaud émet quelques demandes d'assouplissement dans le domaine du tertiaire. Vous le savez, il y a une forte mobilisation d'un certain nombre de cantons pour disons, dans le cadre de la dernière consultation, demander au Conseil fédéral de ne pas revenir au distanciel pour le tertiaire. Eh bien, non seulement nous considérons qu'il faut absolument préserver le présentiel pour le tertiaire, mais il faut déjà commencer à envisager la suite, notamment dans le domaine de la lourdeur des testings poolés qui sont, disons, qui sont demandés par le Conseil fédéral dans le domaine du tertiaire. Donc, le canton de Vaud attend des mesures d'allègement, tant dans le domaine du secondaire 2 pour supprimer l'obligation du port du masque dans le secondaire 2, mais également un peu d'assouplissement dans la manière d'envisager en fait le testing poolé dans le domaine du tertiaire. Voilà, mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler encore l'existence de la hotline DFJC qui répond aux questions. C'est le 021 338 81 00
de 8h à midi et de 13h à 17h. Il y a aussi évidemment la hotline cantonale sur toutes les questions liées aux isolements et aux quarantaines, c'est le 058 611 11 70. Il y a la FAQ que vous pouvez voir sur vd.ch/coronavirus-enseignement. Et vous le savez, si la situation épidémiologique continue d'évoluer favorablement, évidemment, d'entente évidemment sur la base de ce que nous diront les autorités sanitaires, d'autres mesures d'allègement pourraient encore être annoncées. Depuis le début de la crise, nous veillons à garder l'équilibre entre les impératifs sanitaires et les impératifs pédagogiques, et nous sommes particulièrement heureux et soulagés, il faut quand même bien le dire, de pouvoir vous annoncer cette levée partielle des mesures. Ces mesures étaient nécessaires à un moment donné pour lutter contre l'épidémie, mais nous savions aussi qu'elles impactent beaucoup la vie des élèves, la vie scolaire, les apprentissages et surtout le moral et la santé des jeunes. Donc nous pouvons désormais afficher un certain optimisme sur le front sanitaire tout en veillant à l'apparition de ce qui peut nous arriver par la suite. Nous insistons sur l'importance du maintien actif des réflexes inculqués depuis le début de la pandémie, que ce soit le lavage des mains, l'aération des salles, qui est extrêmement important et que nous avons mis en place un plan pour les capteurs de CO2. Il va sans dire que la levée progressive des mesures sanitaires ne pourra être effective et surtout durer que, évidemment, si les personnes malades, même si elles présentent peu de symptômes, se font tester et surtout restent à la maison. Donc là aussi, c'est un message de responsabilité aussi individuelle pour chacune et chacun. J'aimerais aussi vous dire que depuis le début de cette crise, l'école reste un terrain d'affrontement. Malheureusement, pendant ce que nous avons vécu par courrier interposé et par relation avec un certain nombre de citoyens et de parents, l'école est restée, depuis le début de cette crise, une espèce de terrain d'affrontement entre des camps, le camp des anti-masques, le camp des ultra-prudents qui ont peur pour la santé des enfants. C'est vrai que nous avons tout fait pour trouver cet équilibre à un moment donné, grâce au conseil des autorités sanitaires, et nous avons cherché, plus que la cohérence, nous avons cherché vraiment cet équilibre entre les impératifs sanitaires et pédagogiques et la reconnaissance de l'école comme un terrain spécifique, prioritaire, particulier, nécessite évidemment du pragmatisme et de la souplesse, et nous espérons qu'avec ces nouvelles mesures, nous pourrons retrouver un stade de normalisation, un peu un sevrage d'un certain nombre de mesures qui nous permet d'entrer dans une désescalade par étapes et un processus de normalisation scolaire que nous appelons toutes et tous de nos vœux. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous souhaitions vous dire à ce stade, et je passe la parole à qui veut la prendre. Merci Madame la conseillère d'État. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? Si oui, je vais m'approcher de vous avec le micro. Si ce n'est pas le cas, ce sera des interviews personnelles juste après. Le temps pour moi de remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, de donner aussi un petit mot d'excuse pour les problèmes techniques qu'il y a eu au début de cette retransmission. J'espère que vous avez pu la suivre en intégralité tout de même, et si vous n'avez pas pu le faire, la vidéo dans son intégralité sera disponible dès la fin de cette conférence de presse sur les réseaux sociaux de l'État. Merci beaucoup pour votre attention et vous souhaite une belle suite de journée. Merci bien.